première chose à rappeler, c'est que l'envolée des prix agricoles et alimentaires et les émeutes de la faim de 2007-2008, suivies d'une crise économique dont les effets se sont étendus en 2008-2009, ont récemment remis à l'ordre du jour, dans tous les pays, mais aussi dans les pays où on s'en occupait déjà, la question de la pauvreté et de la faim dans le monde. Dans ce contexte d'envolée des prix, en effet, le nombre de personnes souffrant de la faim presque tous les jours a rapidement augmenté d'une centaine de millions de personnes et dépassant ainsi le chiffre de 1 milliard de personnes souffrant de la faim en 2009, avant de retomber aujourd'hui à environ 870 millions de personnes. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'auparavant, c'est-à-dire dans les années 1990 et les années 2000, le nombre de personnes qui souffraient de la faim approchait déjà des 900 millions. Et surtout, paradoxe de tout cela, que la très grande majorité de ces personnes qui étaient trop pauvres et qui avaient faim étaient en fait des ruraux. Et ça ne doit pas nous faire oublier non plus que dans un contexte tout différent de bas prix agricoles et de libéralisation des échanges agricoles internationaux, le nombre de ces personnes qui avaient faim, qui avaient baissé depuis 1970, avait recommencé d'augmenter très sérieusement depuis 1996. Agricole et alimentaire, quelles sont ses causes et par quelle politique de prix, de structure, de recherche et de développement agricole et rural peut-on vraiment remédier à cette situation? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de... Ok, mais conséquence, oui, voilà, conséquence de ces gains de productivité, la baisse du prix de revient réel de la tonne de céréales. Alors vous avez en bleu la courbe dans les pays, les États-Unis ou l'Europe occidentale, où les salaires sont élevés, de l'ordre de 100 $ par jour de travail, et vous avez en rouge la courbe du prix de revient dans les pays où le prix de la terre est très bas et où les salaires sont très bas, de l'ordre de 2 $ par jour. Par exemple, en Argentine, par exemple, au Brésil, par exemple, en Afrique du Sud, par exemple, en Ukraine. Et vous voyez que dans les pays développés, le prix de revient des céréales est passé de 1950 à 2000. Il est tombé d'environ 600 $ la tonne pour approcher les 100 $ la tonne dans les exploitations les plus équipées, les plus productives. Et dans les pays où la terre est pas chère et où les salaires sont bas, eh bien, on se retrouve avec des prix qui baissent depuis une vingtaine d'années, des prix de revient qui baissent aux environs, se rapprochent de 50 $ la tonne. Alors, la baisse du prix de revient des agricultures les plus compétitives du monde se répercute sur le prix international parce que le marché international, qui représente environ 10% de la production et de la consommation mondiale, est approvisionné par les agricultures les plus compétitives du monde. Dans un premier temps, on va dire l'agriculture américaine, australienne, canadienne. Dans un deuxième temps, les agricultures capitalistes à salariés délocalisées dans les pays de grands domaines où la terre est pas chère, Brésil, Argentine, etc., et où les salaires sont très bas. Et ça nous donne une évolution du prix international du blé, mais j'aurais préféré faire le riz, mais j'avais pas fait les courbes, nous montre l'évolution du prix international du blé, du maïs, du soja, etc., montre très exactement la conséquence de la révolution agricole et de la baisse des prix de revient. Alors, voilà ce que ça nous donne, bien entendu, en dollars constants de 2005 ou 2006, je ne sais plus, mais c'est ça. Alors, la courbe d'évolution du prix international réel du blé et des autres céréales le montre bien. On voit très bien que dans un premier temps, de 1946 à 1972,
les États-Unis et le Canada étaient les principaux exportateurs. On voit très bien que les agricultures familiales des pays développés et de plusieurs grands pays en développement ont été soutenues et protégées par des politiques de développement agricole et alimentaire particulièrement rigoureuses, et que ça a fait baisser le prix international réel des denrées agricoles, qui a été divisé par 3, 600 $ la tonne, 200 $, 220 $ la tonne en 72-73. On voit bien la baisse historique du prix de revient des entreprises les plus compétitives du monde, et on voit bien la baisse historique du prix international qui en est la conséquence. Mais on voit aussi qu'il y a, tous les 25 ans, et si on regarde les courbes depuis 150 ans, on constate que c'est un peu toujours comme ça, on voit qu'il y a des envolées des prix extraordinaires, comme celle de 2007-2008, les prix ont presque triplé sur le marché international, mais comme il y en avait une aussi en 1972-73, où les prix avaient triplé. En effet, quand les prix baissent pendant 25 ans sur le marché international et que ces prix se répercutent dans la plupart des pays qui ne se protègent pas contre les importations, on aboutit finalement à des prix qui sont si bas que non seulement il y a les paysans les plus pauvres qui vont se trouver appauvris et exclus, mais même les autres paysans ne vont pas pouvoir investir et vont être bloqués dans leurs investissements. Et donc, l'ensemble des investissements agricoles dans le monde devient insuffisant pour que la production continue d'augmenter aussi vite que la population et la consommation. Et donc on se trouve avec une quasi-rupture de stock. Les stocks de report en 1971 étaient tombés à 60 jours de consommation annuelle. Et ça provoque une vague d'achat précipitée de la part des grands opérateurs commerciaux, Cargill et compagnie, et ça provoque une augmentation des prix. Et cette augmentation des prix va être redoublée par le fait que quand les prix augmentent, les spéculateurs achètent pour revendre plus cher. Alors, la baisse des stocks provoque un doublement des prix, puis la spéculation provoque un deuxième doublement des prix, triplement, quadruplement des prix. La libéralisation croissante des politiques agricoles, c'est-à-dire l'abandon des politiques favorables aux agricultures familiales et paysannes, premièrement. Deuxièmement, la libéralisation des échanges agricoles internationaux favorise donc unilatéralement la croissance de quelques milliers d'entreprises agro-exportatrices délocalisées dans les pays où la terre est très peu chère et où les salaires sont très bas. Mais comme ce mode de régulation et de développement inégal ne crée pas pour autant les conditions économiques, sociales, écologiques pour subvenir à l'avenir aux besoins de toute l'humanité, on peut dire clairement que ce mode de développement n'est pas durable, ce mode de régulation n'est pas durable. Une dizaine de milliards d'êtres humains dans 50 ou 60 ans, il faudra pratiquement doubler la production agricole et alimentaire mondiale. Et il faudra donc mobiliser toutes les terres cultivables de la planète, qui sont cultivables sans inconvénients écologiques majeurs, et toutes les techniques connues corrigées de leurs excès pour être durables.